La prochaine présentation, c'est Ruben Verhapen qui va nous parler donc de la claudication fessière. Bonjour, je vais vous parler de la claudication fessière du diagnostic au traitement. Il s'agit d'un diagnostic qui est difficile, nous allons voir un peu comment l'envisager, comment l'appréhender, affirmer également l'origine vasculaire de cette claudication, s'entourer des examens complémentaires qui vont également confirmer le diagnostic. Il faudra également se poser la question des artères à revasculariser et quelles sont les solutions thérapeutiques qui sont à notre disposition, qu'elles soient médicales, endovasculaires ou chirurgicales. C'est quoi la claudication artérielle? C'est une ischémie d'effort, c'est une artériopathie stade 2 de Leriche et Fontaine, des douleurs survenant à l'effort, disparaissant au repos, permettant une reprise de l'activité physique avec un périmètre relativement constant. Classiquement, la claudication artérielle, c'est une crampe, c'est une raideur du muscle, c'est un serrement, et parfois ça va être une fatigue. Les patients, il y a des fois, nous le décrivent, mais ce n'est pas une brûlure, ce ne sont pas des paresthésies, ce n'est pas une perte de force et des jambes coupées, comme on peut également le retrouver dans l'interrogatoire. Le temps de récupération est relativement court dans la claudication artérielle, et la claudication fessière, seule, est relativement rare. Elle est souvent associée à une claudication en cuisse, dans environ 15% des cas, ou encore au niveau du mollet, et parfois les syndromes de Leriche, associant donc une occlusion aorto-iliaque avec des problèmes notamment d'impuissance. Quand la claudication fessière est isolée, le diagnostic est relativement difficile. Juste un petit rappel anatomique, vous avez les artères d'amont, et ensuite les artères à dessiner de la région fessière, notamment l'artère hypogastrique et l'artère glutéale supérieure. On le verra mieux sur une prochaine diapo. Donc les artères d'amont, l'aorte, l'iliaque commune, l'hypogastrique ou l'iliaque interne. Ensuite, la fémorale commune et la fémorale profonde. L'ensemble de ces artères présentent de larges anastomoses entre elles via plusieurs communicantes, notamment entre les artères hypogastriques, au niveau de la région ilio-lombaire, et également au niveau de l'artère fémorale profonde. Les muscles de la fesse, notamment le grand et moyen fessier, sont essentiellement vascularisés par l'artère glutéale supérieure, qui passe ici ensuite au niveau entre le muscle et une échancrure osseuse dans le canal sus-pyramidal. C'est l'artère glutéale supérieure ou l'artère fessière. C'est une branche terminale postérieure de l'artère hypogastrique. Il faut savoir qu'il y a 4 branches pariétales, extra-pelviennes, notamment la glutéale supérieure, la glutéale inférieure, l'obturatrice et la pudendale. Et comme l'a dit Hélène précédemment, l'ensemble de ces artères s'anastomosent largement entre elles, notamment par les iliolombaires, l'artère sacrée moyenne, l'artère mésentérique inférieure, les deux hypogastriques ou l'artère fémorale profonde. Comment faire le diagnostic? Il faut revenir vraiment aux bases dans ce cas de figure et privilégier l'interrogatoire des patients, leur faire préciser la douleur, le type de claudication. On verra également les diagnostics différentiels tout à l'heure, surtout qu'on a affaire souvent à des patients qui sont âgés et polypathologiques. L'examen clinique est également important, à la recherche notamment classiquement dans l'examen vasculaire des pouls, encore que ceux-ci peuvent être présents, notamment en absence d'atteinte aorto-iliaque et en cas d'atteinte uniquement de l'artère hypogastrique ou de l'artère glutéale supérieure. L'IPS également fait partie de l'examen clinique, mais l'IPS peut être normal s'il n'y a pas de frein au niveau de la région aorto-ilio-fémoro-poplitée. C'est un contexte également, un contexte masculin. On retrouve une prédominance nette chez les hommes à plus de 95% dans les différentes séries. Et les facteurs de risque cardiovasculaires sont des facteurs de risque classiques avec un tropisme particulier chez le tabagique et chez l'hypertendu. Quels sont les diagnostics différentiels à envisager? Parce qu'il faut également éliminer d'autres claudications, d'autres étiologies, notamment l'étiologie médulaire, qui entraîne une claudication qui est non douloureuse, une faiblesse des membres inférieurs et une récupération qui est en principe plus longue. Il y a la claudication veineuse également, qui s'accompagne souvent d'un œdème à la racine du membre et qui doit faire rechercher une insuffisance veineuse proximale avec des antécédents notamment de thrombose veineuse profonde iliaque. La pathologie arthrosique avec notamment des douleurs au niveau articulaire, notamment au niveau de la marche, et ces douleurs se déclenchent immédiatement à la mise en mouvement. Donc ce n'est pas des douleurs après un périmètre de marche de 100-200 mètres. Les patients vous disent
j'ai mal dès que je me mets en mouvement. Après, il y a les sciatiques tronquées, des pathologies tendineuses et musculaires. Comment faire le diagnostic après avoir éliminé les autres diagnostics différentiels? C'est s'appuyer essentiellement sur l'échodoppler artériel, comme l'a dit Hélène précédemment, artérielle de l'aorte, de l'iliaque commune, mais également de l'iliaque interne. Elle est bien facilement explorable en échodoppler, et également de l'artère glutéale supérieure, selon certaines fenêtres qui ont déjà été publiées largement, notamment par les équipes d'Angers. La TCPO2, on verra également le principe de sa mise en œuvre, qui n'est malheureusement pas disponible dans beaucoup de centres. L'angioscanner de l'aorte et des membres inférieurs fait mieux que l'angio-IRM, notamment pour ces lésions de l'iliaque interne et de la glutéale supérieure, en permettant également de visualiser les calcifications. Et en cas de forte présomption de claudication artérielle, en n'ayant pas des imageries peut-être très précises, si on n'a pas un échodoppler très précis, qu'on n'a pas de TCPO2, que l'angioscanner ne permet pas de bien visualiser les choses, même si on a des calcifications, ça peut arriver, s'il y a une forte présomption, un contexte vasculaire, se poser la question d'une artériographie diagnostique avec des incidences obliques qui permettent de dégager les ostia des iliaques internes et d'envisager, si nécessaire, le traitement dans le même temps. La TCPO2, vous connaissez tous la TCPO2 dans le cadre de l'ischémie critique au niveau du pied. Elle a été également mise à l'honneur par l'équipe du CHU d'Angers, qui a largement publié dessus, et qui a permis, donc, en plaçant des électrodes au niveau de la région fessière, et ensuite une électrode témoin au niveau de la région dorsale, et faire le patient marcher sur le tapis roulant, de déterminer qu'il y avait une ischémie fessière et que cette ischémie était significative pour une TCPO2 chutant de plus de 15 mm de mercure. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, cette exploration n'est pas disponible ici à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion, et je pense qu'il n'est pas disponible dans beaucoup de centres également en métropole. Comment traiter? Quand traiter? Tout d'abord en cas de claudication invalidante, en cas de forte présomption vasculaire, en cas d'atteinte iliaque interne ou les artères d'amont, et en fonction de la demande des patients. Comment traiter? Toujours commencer par un traitement médical classique, les anticoagulants plaquettaires, les statines, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, et en cas d'absence d'amélioration, envisager un traitement invasif, l'angioplastie ou la chirurgie ouverte. Le traitement endovasculaire, on peut le considérer actuellement comme un traitement de référence avec des résultats qui sont satisfaisants, on le verra un peu plus tard. On le fait par ponction fémorale contralatérale, ce que vous pouvez voir très régulièrement dans les comptes rendus opératoires avec du crossover, ou encore par une voie haute par la voie radiale qui nous permet d'y accéder en antérograde. Les introducteurs, les guides, les sondes d'angio sont l'affaire d'école ensuite et les habitudes de tout un chacun. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les incidences obliques qui permettent vraiment de dégager les ostia des iliaques internes et également l'artère glutéale supérieure. Cathétérisation de l'artère iliaque interne, de l'artère glutéale supérieure, avec des ballons qui pourront être utilisés de 3 à 6 mm en fonction du diamètre des artères et des sites à dilater. On privilégiera des stents expansibles sur ballon pour des lésions relativement proximales au niveau de l'ostium et des stents auto-expansibles dans la région tronculaire ou au niveau de l'artère glutéale supérieure. Quelques exemples, notamment pour traiter des lésions d'amont, en amont d'une iliaque interne, d'une hypogastrique, au niveau de l'aorte, c'est des lésions classiques, au niveau de l'iliaque primitive, l'iliaque commune, c'est des lésions relativement faciles à traiter et avec ici associé à une lésion ostiale de l'iliaque interne. Également ici, la dilatation au niveau de l'ostium de l'iliaque interne droite avec mise en place d'un stent. Et parfois, on est amené à protéger l'iliaque externe pour éviter le basculement d'une plaque ou aggraver une lésion qui est uniquement à la bifurcation iliaque commune. On peut également être amené à dilater de manière tronculaire l'artère iliaque interne, de manière relativement longue sur ces lésions en chapelet, avec des résultats qui sont satisfaisants, avec ou sans stent, ou encore recanaliser des occlusions longues avec stent préférentiellement quand on se retrouve avec des occlusions et des rocénoses très importantes sur ce type de lésions qui sont relativement longues et sont calcifiées. Quand on a une occlusion de l'artère iliaque interne et qu'on considère que c'est impossible de revasculariser l'iliaque interne de manière directe, là c'est quand même très difficile d'y accéder par voie endovasculaire,
Ces lésions souvent calcifiées. On voit déjà ici une collatéralité très riche à partir de la région iliolombaire, ou encore ici à partir de l'artère fémorale profonde via la circonflexe, ou encore les anastomoses qu'on a au niveau des obturatrices ou au niveau des pudendales. On peut envisager, dans certains cas, de revasculariser l'artère fémorale profonde via une artériectomie ou une angioplastie du carrefour fémoral. C'est une lésion ici très serrée, qui va mettre en plus en jeu la collatéralité rétrograde. Cela a été publié et mis en évidence, notamment par l'équipe d'Angers, encore une fois, l'équipe de Piquet, avec 75% des patients améliorés en post-chirurgie avec une artère iliaque interne occluse. Donc, on revascularise l'artère fémorale profonde et via la collatéralité, on se retrouve avec une revascularisation de la région fessière. Revascularisation directe chirurgicale est également possible. Notamment, il faut y faire attention et bien planifier ces interventions, notamment dans le cadre des pontages orthobifémoraux. 30% des patients qui ont eu des pontages orthobifémoraux seuls ont encore une claudication fessière en post-opératoire et qu'il faut prendre en charge. Et il serait bien de pouvoir le faire préciser avant l'intervention, de telle sorte qu'une revascularisation de l'artère iliaque interne puisse se faire de manière élective, ou encore des pontages ortho-iliaques. Il faut savoir que la revascularisation directe donne de meilleurs résultats, c'est-à-dire que si on a un pontage ortho-iliaque, c'est mieux que d'avoir une revascularisation via la fémorale profonde. Qu'est-ce que nous dit la littérature? Il y a quelques séries, elles sont toutes rétrospectives, toutes hétérogènes, hétérogènes de par le type de patients qui sont inclus, de par les artères qui sont dilatées. Il y en a une qui est relativement homogène, celle de Serge, de celle du CHU de Nice, où les malades ont été relativement bien sélectionnés. Les autres, notamment celle d'Archives, dont je fais partie, on avait colligé des malades opérés sur 5 ans sur plusieurs centres en France, et on s'est retrouvé, donc en colligeant les données, avec environ 85% de perméabilité à 18 mois. Il y a environ 75% de perméabilité pour la série du CHU de Nice. On se retrouve donc avec des perméabilités qui sont à peu près voisines de 75 à 85% à 18 mois. Donc, conclusion, je vais finir rapidement. Diagnostic à rechercher systématiquement, il faut y penser. Faire l'écho Doppler, la TCPO2 quand c'est possible, l'angioscanner de l'aorte inférieur, traiter médicalement, envisager des angioplasties. On peut faire des angioplasties même très complexes maintenant. Privilégier le stent parce que le stent donne moins de resténose à distance, 3 fois moins de resténose que l'angioplastie seule. Penser à l'artère fémorale profonde quand on ne peut pas dilater l'iliaque interne. Et les résultats, c'est environ 80% de perméabilité après revascularisation à 18 mois et asymptomatique chez 80% de patients à 5 ans. Merci. Merci Ruben pour ta présentation. Il y a des questions dans la salle? Moi j'aurais une question. Quand tu fais des revascularisations endovasculaires par stenting, est-ce que tu fais des revascularisations complexes? C'est-à-dire, est-ce que tu te mets dans l'iliaque externe avec un stent qui passe à cheval dans l'hypogastrique? Ou est-ce que tu fais des dilatations simples ostiales avec stenting iliaque? Parce que dans la littérature, on trouve... Ouais. Donc en gros, quand on a des dilatations iliaque interne, je les dilate simplement. Par moment, quand on a des claudications qui sont mixtes, des claudications fessières, des claudications crurales, et qu'on a une lésion au niveau de l'iliaque interne, je dilate aussi bien l'iliaque interne que l'iliaque externe ou l'iliaque commune. Donc, je stente rarement l'iliaque externe. Ça peut arriver que les lésions qui soient au niveau de l'iliaque primitive et qui débordent sur l'iliaque externe et l'iliaque interne, on est amené à faire des kissing stents, ou surtout souvent des kissing ballons à ce niveau-là. Il faut savoir également que si on dilate uniquement l'aorte iliaque commune en se disant qu'on va améliorer la claudication fessière, ça aboutit le plus souvent à des échecs et il faut s'acharner à ce moment-là à dilater l'iliaque interne. Oui, Ruben, ici. Une question qui est concernant les claudications induites qu'on peut avoir à entraîner suite à un traitement d'une pathologie anévrismale où, comme on en a parlé juste avant, on fait une embolisation de l'hypogastrique et on couvre celle-ci avec une extension de l'endoprothèse. Et parfois, même souvent, dans certains cas, les patients se retrouvent avec une claudication fessière. Est-ce que ça, donc d'abord, il faut les informer, bien sûr, on ne peut pas toujours la gérer. C'est parfois dangereux quand on fait les deux côtés. Est-ce que ça, c'est une indication qui te fait plutôt pencher vers la chirurgie ouverte ou
dans la plupart des cas, on peut reconstruire le carrefour iliaque. Voilà. Effectivement, il y a énormément de publications qui sont sorties concernant ce point-là, donc avec l'embolisation des artères iliaques internes. Les différentes séries montrent qu'il y a une vraie invalidation des patients, notamment par la claudication fessière, et même peuvent entraîner des nécroses cutanées, voire des ischémies digestives. Il faut effectivement privilégier dans ce cas de figure, quand c'est possible, un traitement chirurgical, en sachant que maintenant on a quand même beaucoup de solutions endovasculaires avec des branchés ou encore avec des revastations rétrogrades. Mais comme l'a très bien dit le professeur Hassan Kodja ce matin, peut-être qu'on pousse un peu trop loin les indications et qu'il faudra peut-être revenir dans ces cas de figure à des revastations chirurgicales du carrefour iliaque. Ce qui est important quand on fait l'embolisation, c'est quand on cathétérise les branches fessières obturatrices, les principales, c'est de faire une embolisation proximale de ces branches. Oui. Et pas d'aller mettre, il ne faut pas passer les chancres sciatiques et aller, parce que là, il n'y a plus de possibilité de collatéralité et le patient, il va garder sa claudication. Tout à fait, ouais, ça évite le reflux et en même temps, ça garde une bonne fonctionnalité. Merci Ruben.